La rentrée, nous y sommes, et le développement du variant Delta inquiète de nombreux parents. Pédiatre et infectiologue, Robert Cohen répond à leurs interrogations. Les jeunes enfants sont-ils plus exposés avec le variant Delta? Le variant Delta est plus contagieux pour tout le monde. Les enfants n'étant pas vaccinés, ils vont constituer une des cibles de ce variant Delta, d'où les projections avec plus d'enfants infectés que par le passé. Ce virus est plus transmissible, mais il ne change ni les signes cliniques, ni la gravité. Quels sont les symptômes observés? Il faut dire que la majorité des enfants qui s'infectent ne vont pas présenter de symptômes. Ils vont avoir simplement le nez qui coule, ils vont tousser un petit peu. Un petit nombre vont présenter une fièvre, qui vont présenter des maux de tête, qui vont présenter une maladie un peu plus marquée, mais qui reste quand même symptomatique, c'est-à-dire qu'elle va guérir en 3-4 jours. Et puis vous avez un tout petit pourcentage, de l'ordre de 1 à 3% grand maximum, qui fait une maladie plus importante qui les conduit à l'hôpital. Ces maladies qui conduisent les enfants à l'hôpital sont généralement bénignes, avec des durées d'hospitalisation très courtes et des évolutions très favorables. Et puis un tout petit nombre qui peut avoir besoin de soins plus importants et passer en soins intensifs ou en réanimation. Avec les données que nous avons de l'épidémie précédente, il y a eu à peu près 5000 enfants qui ont été hospitalisés en France, en tout le territoire national. Il y a eu 700 qui sont passés en réanimation, mais l'évolution a été favorable quasiment tous. Il existe pourtant des formes graves de Covid chez les enfants. On en est où? Les formes graves de l'enfant sont assez différentes des formes graves de l'adulte. Il y a d'autres manifestations cliniques qui sont non pas spécifiques, mais plus fréquentes chez l'enfant. Ce sont des grands syndromes inflammatoires qu'on appelle des PIMS ou des pseudo-Kawasaki, qui sont marqués par 3 semaines à 1 mois après l'infection virale, à des épisodes de fièvre très élevés, avec une atteinte du cœur, avec différentes manifestations, mais ça guérit extrêmement bien. Au 1er juillet 2021, il y avait 600 enfants qui ont été hospitalisés pour ce syndrome, proche du syndrome de Kawasaki. Certains enfants sont-ils plus à risque que d'autres? Il y a des enfants à très haut risque. Ce sont ceux essentiellement qui ont un déficit immunitaire très rare. Ça représente très peu d'enfants. Il y a aussi des enfants qui ont eu besoin de transplantation ou qui ont eu besoin de traitements immunosuppresseurs parce qu'ils ont eu une maladie sous-jacente. Et bien ceux-là aussi sont plus à risque. Et puis il y a l'obésité. L'obésité, ça dépend essentiellement de son importance, mais ça fait des facteurs de risque. S'ils sont plus contagieux, cela signifie aussi qu'il y a plus de risques pour l'entourage. Que faut-il faire? S'il y a un message à passer, c'est que l'entourage des enfants, qu'il s'agisse des parents, des grands-parents, des professeurs, il faut absolument qu'ils soient vaccinés si on veut circonscrire l'épidémie aux enfants et au milieu scolaire. Allons-nous vers une épidémie qui serait une épidémie des enfants? Si on a une population d'adultes très bien vaccinés, le virus ne pourra circuler qu'au sein de la population pédiatrique et le Covid devenir une maladie pédiatrique. Où en est-on des vaccins pour cette tranche d'âge? Là, le Delta, avec sa transmissibilité extrêmement augmentée par rapport aux autres, change la donne. Mais pour vacciner, il faut qu'il y ait des études qui nous permettent d'évaluer le rapport bénéfice-risque. Si les résultats montrent que ces vaccins sont bien tolérés, parce que c'est le point essentiel, et suffisamment efficaces, là, il faudra envisager la vaccination des enfants de moins de 12 ans. Mais est-ce qu'on en sait déjà un peu plus sur les risques possibles pour les enfants? Les enfants de moins de 12 ans qui avaient une pathologie qui était susceptible d'aggraver l'évolution d'une infection à SARS-CoV-2 ont été vaccinés. Sur les données qu'on dispose sur ces quelques milliers d'enfants, ce n'est pas beaucoup, on n'a pas de phénomène de tolérance particulier. Mais ça ne suffit pas parce que pour apprécier le rapport bénéfice-risque, il faut déjà que plusieurs milliers de malades soient inclus dans les études. Quels conseils donner pour la vie quotidienne? Je crois que dans la vie quotidienne, en dehors des mesures d'hygiène de base, il ne faut rien changer. Et à l'école alors? Je réinsiste sur les points qui nous paraissent majeurs.
la vaccination des adultes autour des enfants, le port du masque chaque fois qu'il est recommandé, la distanciation sociale, le lavage des mains et on a rajouté l'aération des pièces. Et le dernier point, essayer de ne pas mixer les classes lors des repas notamment. Cette épidémie, elle n'a pas eu qu'un effet physique sur les enfants, elle a aussi des effets psychologiques. Si depuis le départ, on s'est battu pour l'ouverture des écoles, c'est parce qu'on s'est très vite aperçu que l'arrêt de la scolarisation avait des conséquences considérables, non seulement sur les apprentissages, mais il n'y a pas que l'apprentissage, c'est la socialisation. Et derrière la socialisation, il y a la santé mentale, et il y a les maladies psychiatriques, et il y a les maladies somatiques. Tout ça a augmenté de façon extrêmement nette, avec des études de l'INSERM qui ont montré ces phénomènes de décrochage et ces phénomènes aussi de surpoids. Parce que toutes les activités physiques extérieures qui ont été arrêtées ont fait que nos enfants ont eu beaucoup moins d'activités physiques que par le passé. Mais il n'y a pas que l'école, il y a aussi tout le périscolaire, il y a le sport le week-end, etc. Nos enfants en ont été largement privés.